Je m'appelle Harrison Tinsley, et aujourd'hui je souhaite partager une histoire qui, bien que douloureuse, parle aussi de force, d'espoir et d'amour inconditionnel. C'est l'histoire de mon combat pour être présent dans la vie de mon fils, qui a maintenant 3 ans. Un parcours marqué par des défis intenses, mais aussi par une détermination qui n'a pas faibli, même face aux plus grandes difficultés. Tout a commencé de manière légère, et même romantique. J'ai rencontré une fille dans un bar karaoké de la Bay Area. On se chante, on rit, on se connecte. C'était le genre de rencontre qui semble tout droit sorti d'un film. Intense, inattendue, belle. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Dès le début, nous savions que nous avions des divergences, notamment politiques. Je suis plus conservateur, même si j'ai grandi en Californie. J'ai toujours été un peu rebelle en ce sens. Je n'ai jamais aimé suivre la pensée de la majorité juste pour le plaisir. Elle avait des idées très différentes des miennes. Mais au début, je pensais que ce n'était pas quelque chose qui pouvait faire obstacle à l'amour. Je voulais croire que le respect mutuel suffisait. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Quelques mois après avoir commencé à sortir ensemble, elle est tombée enceinte. Nous étions très heureux de la nouvelle. Nous l'étions vraiment. Je pensais que cela nous rapprocherait encore plus. Mais à mesure que la grossesse avançait, quelque chose chez elle commença à changer. Elle a commencé à se montrer très hostile, surtout envers moi. Elle a commencé à dire que si je n'étais pas d'accord avec certaines de ses idées politiques, je n'aurais pas le droit de voir notre fils. Je me sentais piégé, comme si mon fils était une monnaie d'échange. Elle m'a par exemple demandé de participer à des manifestations comme la marche des femmes. Et il a été clair, soit j'acceptais cela, soit je m'éloignais de mon rôle de père. C'était douloureux, non pas parce que je ne voulais pas être là pour elle ou mon fils, mais parce que j'ai réalisé que l'amour était conditionné à l'obéissance. Et je ne pouvais pas prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai répondu de la seule manière que je connaissais, en étant honnête. Il a dit qu'il aimerait notre fils plus que tout, qu'il voulait être présent, qu'il n'était pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour fonder une famille. Mais cette conversation n'a fait qu'empirer les choses. Elle a rompu avec moi, et peu de temps après, a commencé à exiger que nous suivions une thérapie de couple. Malgré mes hésitations, j'ai accepté. Je voulais essayer tout ce qui me garderait proche de mon fils. J'ai programmé 2 séances. Elle ne s'est présentée à aucune d'elles. C'est alors que j'ai reçu une lettre formelle de cessation de contact. Elle a simplement coupé la communication. J'ai respecté la décision, même si cela faisait mal. Mais à ce moment-là, je ne savais même pas quand mon fils était né. Je l'ai découvert 1 semaine plus tard, grâce à une de ses amies qui m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Ne pas savoir la naissance de mon propre enfant, ce fut sans aucun doute l'une des expériences les plus pénibles de ma vie. C'était comme si une partie de moi avait été arrachée, et le vide qui restait était difficile à décrire. Pire encore, ce vide ne disparaissait pas avec le temps. Au contraire, il ne faisait qu'augmenter. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais sur mes droits. J'ai fait des recherches, parlé aux gens, essayé de comprendre quoi faire pour être présent dans la vie de mon fils. Même si je ne savais pas avec certitude ce qui m'attendait, je savais une chose, je n'allais pas l'abandonner. 2 mois se sont écoulés après la naissance de mon fils, jusqu'à ce que je puisse enfin déposer une demande officielle auprès du tribunal de San Francisco pour établir la paternité et garantir les droits de visite. Cela semblait être une étape simple, mais ce qui a suivi a été une épreuve de patience et de résilience émotionnelle à laquelle je n'avais jamais imaginé faire face. Il m'a fallu 13 mois rien que pour le voir pour la première fois. C'est vrai, 15 mois de sa vie se sont écoulés sans que j'aie même eu la chance de le serrer dans mes bras. C'était une vraie souffrance, une douleur qui ne peut être expliquée par des mots. C'est comme si une partie essentielle de vous manquait, comme si vous traversiez la vie avec un trou dans la poitrine, en essayant de garder votre équilibre. Et tout ce que vous voulez, c'est voir le visage de votre enfant, ne serait-ce que pour un instant. Pendant ce temps, il y a eu quelques échanges entre son avocat et le mien, mais les propositions de réunion étaient presque impossibles à réaliser, notamment en raison des restrictions liées à la pandémie. Un obstacle survenait toujours. Il y avait toujours une excuse. Et honnêtement, je crois qu'une partie de ce retard était due à ces barrières créées volontairement. Mais écoutez, je tiens à préciser une chose. Je ne me suis jamais considéré comme une victime. C'était certes une situation tragique et profondément injuste, mais j'ai préféré utiliser cette douleur comme carburant. Ces 15 mois, ajoutés au défi de la grossesse, m'ont transformé.
Ils m'ont rendu plus fort. Ils m'ont fait grandir en tant qu'homme et surtout en tant que père. Cela peut paraître étrange, mais il y avait une beauté cachée dans cette souffrance. C'était comme une sorte de formation, une sorte de préparation brutale à la paternité. Et après avoir vécu cela, face à tant de douleurs, les petites frustrations de la vie ont cessé de me frapper avec la même force. J'ai découvert que j'étais capable de trouver la paix même au milieu du chaos. La joie se cache désormais dans les choses simples. La perspective change complètement. Le jour où j'ai finalement rencontré mon fils, c'était quelques jours avant mon anniversaire, et je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur cadeau. Le tribunal a finalement fixé une audience, et le juge, voyant la situation, a été visiblement choqué. Il a dit qu'il était inacceptable qu'un père reste si longtemps sans voir son propre fils. Et là, il a décidé que les visites commenceraient immédiatement. C'était bien sûr un soulagement, mais les premières visites devaient être encadrées. Et pas de la manière professionnelle à laquelle je m'attendais, avec un psychologue ou un travailleur social par exemple. Au lieu de cela, la supervision serait effectuée par une personne choisie par elle. En pratique, cela signifiait un de ses amis, voire son père. Cela a fini par enlever un peu de la légèreté du moment. Il y avait une atmosphère étrange dans l'air. À un moment donné, elle a même porté une fausse accusation d'abus, affirmant que quelque chose s'était passé pendant notre relation. Mais ces allégations ont été réfutées devant les tribunaux. Les tribunaux n'ont pas considéré les accusations comme crédibles et ont donc opté pour ce type de surveillance informelle, juste pour s'assurer que notre fils se sente en sécurité et à l'aise. Mais la vérité est qu'au moment où nous nous sommes vus, toute cette peur et cette tension ont disparu. Mon fils m'a regardé avec ses yeux brillants et curieux, et il n'y a eu aucune surprise. Il s'est approché comme s'il me connaissait déjà. Et peut-être qu'il l'a vraiment fait. Peut-être que l'amour d'un père passe avant le contact, avant la présence physique. C'était un moment magique. Sérieusement, c'était comme un miracle. Le regarder dans les yeux pour la première fois, c'était comme voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Tout s'est arrêté. C'était juste lui et moi. Et à ce moment-là, tout prenait un sens. Je me souviens comme si c'était hier d'un moment simple, mais qui a été marqué à jamais. On jouait et, à un moment donné, j'ai commencé à faire des acrobaties avec lui. Je nous ai mis à l'envers, à rire et à nous regarder dans les yeux. C'était comme si le monde entier s'était arrêté là, juste nous deux, et cette connexion pure et intense. Le même jour, il avait besoin de faire une sieste. Alors, je suis resté avec lui, essayant de le calmer. Comme tout petit enfant, il résistait au sommeil, pleurant chaque fois que j'essayais de le quitter. Mais je suis resté là, patiente, à côté de lui, jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Et c'est à ce moment-là que tout m'a vraiment frappé. Allongé à côté de lui, voyant ce petit visage dormir paisiblement, je me suis tout simplement effondré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. C'était comme si tous les sentiments ressentis au cours des derniers mois avaient trouvé une issue. La douleur d'avoir perdu les 15 premiers mois de sa vie, les premiers sourires, les premiers mots, les pas incertains, tout s'est révélé d'un coup. Avant de le rencontrer, je pensais déjà beaucoup à ce que j'avais perdu. Mais à ce moment-là, en le regardant dormir, j'ai ressenti quelque chose de différent. Cette douleur a fait place à une sorte de paix, comme si, finalement, ce qui comptait le plus était là, à côté de moi. Nous entendons des gens qui réalisent de grandes choses. Ils deviennent des rockstars, servent dans les forces armées, reçoivent des médailles. Et beaucoup d'entre eux disent que le plus beau jour de leur vie a été la naissance de leur enfant. Et j'ai raté ce jour-là. Je n'ai pas entendu le premier cri. Je n'ai pas vu les premiers pas. C'est quelque chose qui fera toujours mal. Mais j'ai aussi appris à faire la paix avec cette absence. Parce que maintenant, nous créons de nouveaux souvenirs. De beaux souvenirs. Et le lien que nous entretenons aujourd'hui est quelque chose qu'aucune absence ne peut effacer. Après que le juge ait déterminé que j'aurais la garde, il a clairement indiqué que si je déménageais dans la Bay Area, je pourrais obtenir la garde partagée. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. J'ai commencé à visiter, je me suis organisé et j'ai déménagé là-bas. Et j'ai eu la chance d'obtenir la garde partagée en peu de temps. À ce stade, la communication avec sa mère était minime, uniquement via l'application officielle du tribunal et uniquement sur des questions directement liées à notre fils. C'est à cette époque, vers l'âge de 2 ans, que des changements inattendus ont commencé à apparaître. Jusque-là, elle avait toujours traité notre fils comme un garçon, toujours.
Mais peu de temps après que la garde partagée lui ait été accordée, elle a commencé à le qualifier différemment, comme non-binaire. J'ai vu cela principalement sur ses réseaux sociaux. Je ne me souviens pas que nous ayons eu une conversation claire à ce sujet, mais les messages étaient évidents. Il est apparu en robe, maquillé, avec des légendes ambiguës. L'un d'entre eux, en particulier, a attiré mon attention. Il s'agissait d'un ancien message d'annonce de grossesse sur Facebook. J'ai pris une empreinte. Il était écrit « Bébé soyez, attendu pour décembre. Je t'aimerais que tu sois un garçon, une fille ou aucun des deux. » Au moment de l'annonce, nous étions très heureux de la nouvelle qu'il s'agissait d'un garçon. Elle était également radieuse. C'était un moment tellement spécial que j'ai même écrit une chanson intitulée « C'est un garçon ». Nous étions tous les deux excités, rêvant de l'avenir. Alors, voir ce revirement soudain sur ses réseaux sociaux m'a surpris. J'étais confus, inquiet. Je ne me souviens pas que nous ayons parlé directement de ce message, mais je me souviens de conversations au cours desquelles elle m'a demandé « Et si notre enfant est transgenre ?» Et j'ai toujours répondu honnêtement « Eh bien, c'est une possibilité très rare, et je ne permettrai pas à notre fils de vivre quelque chose d'aussi sérieux qu'une identité basée sur la confusion, sans maturité, jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Je n'accepterai tout simplement pas qu'il grandisse piégé dans une illusion. Mon objectif n'a jamais été de contrôler ou d'effacer l'identité de mon fils, bien au contraire. Je veux juste qu'il grandisse avec une vraie liberté, avec un espace pour se découvrir au bon moment. Non pas par imposition, ni par idéologie, mais par expérience, par maturité. Et surtout, il sait qu'il est aimé de manière inconditionnelle. Tout cela a fini par générer une série de complications. Mais bien sûr, je ne peux pas parler pour elle. La vérité est que j'étais très triste, et oui, j'avais très peur pour l'avenir de mon fils. Cependant, après beaucoup de réflexion, j'ai pris une décision claire. Je ferai tout mon possible pour me battre pour son bien. Je voulais m'assurer qu'il était heureux et qu'il savait vraiment qui il était. Pour moi, il était essentiel qu'il grandisse avec la certitude qu'il existe des garçons et des filles, et que cette compréhension ne soit pas déformée. C'est vers l'âge de 2 ans, lorsque j'ai obtenu la garde partagée, que les choses ont commencé à se compliquer encore plus. Peu de temps après cet exploit, les calomnies à mon encontre ont commencé, notamment sur les réseaux sociaux. Outre les fausses allégations d'abus, celles-ci sont désormais publiées publiquement. C'était très difficile à gérer, mais je savais que je devais rassembler tout cela comme preuve à présenter au tribunal. Après tout, au tribunal de la famille, il existe une règle claire. Il ne faut pas dire du mal de l'autre parent en public. C'est important car l'enfant pourra, à l'avenir, voir tout cela. Même si vous avez vos propres opinions ou désaccords, vous ne pouvez pas les exposer au monde, surtout lorsqu'il s'agit de mensonges. Malheureusement, les publications à mon sujet ont continué à augmenter et j'ai vu des photos de mon fils en robe et maquillé. Des choses qui, pour moi, n'avaient aucun sens. J'ai également vu des déclarations disant qu'il n'était pas binaire. Et pour aggraver les choses, il semblait qu'elle s'identifiait également comme non-binaire. Au fond, en plus de la diffamation qui se produisait à mon encontre, cette question de genre est devenue un point central de nos disputes. C'est alors qu'au milieu de tout cela, j'ai découvert quelque chose de bien plus grave. J'ai découvert un incident impliquant mon fils qui a entraîné l'arrestation de sa mère pour risque de danger pour un enfant. Elle a été détenue en vertu de la loi 550, qui traite de l'hospitalisation psychiatrique involontaire, c'est-à-dire que la police a déterminé qu'elle devait être observée pour des raisons de santé mentale. J'ai été sous le choc lorsque j'ai découvert cela. Et c'est de cette découverte qu'est née l'enquête du CPS, Child Protective Services. C'était un processus compliqué, mais nous avons pu accéder aux enregistrements des caméras de police, aux rapports de police et même à l'enregistrement de l'appel d'urgence. Ces documents sont devenus des éléments clés de notre enquête. Au début, lorsque le CPS m'a appelé, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que l'incident n'était qu'un malentendu et que mon fils était tombé du lit. Mais lorsque j'ai demandé plus de détails, j'ai parcouru les notes médicales de mon fils et découvert qu'il avait été soigné pour un traumatisme crânien. C'est à ce moment-là que tout a commencé à prendre un sens et, sur la base de ces informations, j'ai commencé à enquêter plus en profondeur. La situation était extrêmement effrayante. J'ai été terrifié lorsque j'ai réalisé la gravité de ce qui se passait. C'était l'une des situations les plus terrifiantes de ma vie. Et c'est ce qui l'a amené devant les tribunaux, avec les questions de genre et de diffamation.
J'ai également obtenu une ordonnance d'interdiction temporaire contre elle en raison du harcèlement continu et des mensonges répandus. Le plus surprenant, c'est que nous avons eu une audience judiciaire de 5 jours, ce qui est très rare. La plupart des gens bénéficient d'une audience rapide et d'une décision qui détermine leur avenir. Mais nous avons eu 5 jours d'essai, et cela m'a donné un sentiment de confiance. Nous savions que nous avions de nombreuses preuves solides à présenter. J'avais plus de 850 pages de documents, de témoignages, de rapports de police et de preuves, prouvant tous qu'il était crucial pour la protection et le bien-être de mon fils que j'en ai la garde complète, ou du moins la majorité de celle-ci. J'étais vraiment convaincu que le dossier était solide, car son camp n'avait pratiquement aucune preuve concrète pour étayer ses affirmations. Après le procès, j'attendais avec impatience la décision du tribunal. 2 mois plus tard, j'ai finalement eu la réponse. Ils ont décidé de garder la garde telle qu'elle était et n'ont pas pris de décision sur la question du genre. Le tribunal a statué que mon fils devait continuer à consulter le médecin préféré de sa mère, le médecin qui avait été présenté lors du procès. Elle a déclaré qu'à son avis, il était acceptable de traiter les enfants comme non-binaires dès leur plus jeune âge. La décision du tribunal a été qu'il ne pouvait pas prendre position sur ce point, ce qui a été, d'une certaine manière, un soulagement pour elle. Je demandais au tribunal d'ordonner aux 2 parents de traiter mon fils comme un garçon, mais ils n'ont rien décidé à cet égard. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas de commentaires à ce sujet. J'étais dévasté, je l'avoue. Je ne pouvais pas y croire. Nous avions des preuves tellement solides et concrètes au cours du procès que j'espérais vraiment que le tribunal prendrait une décision plus claire. Malgré cela, j'ai quand même conservé la garde partagée. Bien sûr, j'étais triste, mais j'ai commencé à réfléchir stratégiquement. Si le tribunal ne protégeait pas mon fils, je ferais tout mon possible pour assurer sa sécurité et son bonheur. Je l'aime plus que tout au monde, plus que la musique, plus que le sport. Être père est quelque chose qui va au-delà de tout autre amour que j'ai jamais ressenti. C'est littéralement la meilleure chose au monde. J'ai donc décidé de partager cette histoire avec le plus grand nombre de personnes possible. Je voulais essayer d'obtenir du soutien, de mobiliser les gens pour cette cause. De plus, j'en appelle de la décision devant la cour d'appel. C'est la prochaine étape. Et c'est ce que je fais maintenant. Je parle de ça. Parce que, en fin de compte, c'est devenu quelque chose de bien plus important que la simple protection de Soyer. Il s'agit également de protéger tous les enfants. Nous voyons les lois californiennes et le chaos général entourant le bien-être des enfants. Et il faut que quelqu'un en parle. Soyer reste avec moi la moitié du temps, sauf lorsqu'elle voyage. Il reste généralement avec moi 3 ou 4 jours, puis il va chez sa mère. Et il sait qui il est. Il sait que c'est un garçon. Chaque fois que quelqu'un essaie de lui offrir un jouet ou quelque chose de plus féminin, il s'énerve clairement et crie « Je ne suis pas une fille, je suis un garçon ». Cela le dérange profondément, et ça me brise le cœur, car malgré cela, il aime beaucoup sa mère, ce qui est bien sûr génial. Elle a des problèmes de santé mentale, mais elle possède aussi de nombreuses qualités positives. Je veux qu'il continue à aimer sa mère, c'est essentiel pour lui. Cependant, il exprime sa tristesse lorsqu'il est obligé de porter des vêtements de fille, par exemple. Il m'a parlé d'un voyage à Disney avec elle qui a eu lieu il y a quelques mois, peut-être 1 an. Il m'a dit que, pendant ce voyage, il était très mal à l'aise avec certains vêtements qu'elle essayait de lui mettre. Et cela m'a laissé une profonde impression. Cela me donne envie de me battre encore plus pour lui, afin qu'il puisse grandir avec la liberté d'être qui il est vraiment, sans subir la pression d'être quelque chose qui ne lui ressemble pas. Quelques mois plus tard, nous dînions chez moi, et il m'a dit, d'un air triste, « Papa, quand j'allais à Disney, je ne pouvais pas aller dans les attractions si je ne mettais pas mes chaussures de princesse. » Je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Il se rend compte que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Cela se voyait à sa voix, à la façon dont il baissait les yeux, clairement bouleversé. J'ai essayé d'être aussi positif que possible, puis j'ai dit « Ce n'est pas cool, mon pote. Tu dois te défendre. Tu peux faire toutes les balades avec tes chaussures de garçon, pas de problème. Ne laisse personne te forcer à porter ce que tu ne veux pas. » Et il a dit fermement « Je veux porter mes chaussures Mickey, mes chaussures de garçon. » D'après ce que je peux dire, il s'est bien défendu. Mais depuis peu, j'en ai remarqué beaucoup moins. Je ne sais pas exactement ce qui se passe lorsqu'il est avec sa mère, mais pour la plupart, il ne s'est pas exprimé ainsi. Il a 3 ans et demi, et il est difficile de se défendre, surtout quand quelqu'un lui dit « Tu dois faire ça pour me plaire ». Lorsqu'un parent dit cela, l'enfant essaiera de toute façon de lui plaire. Et cela, pour lui, est très injuste.
Je suis en fait soulagée qu'il puisse se défendre, mais je sais aussi que c'est une position extrêmement difficile pour un si jeune enfant. Aller à Disney et devoir porter certaines chaussures pour monter dans les manèges, cela ressemble même à une forme de coercition. Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un pourrait faire ça à un enfant ou comment quelqu'un pourrait agir ainsi étant donné à quel point nous aimons nos enfants. Je sais que sa mère l'aime profondément, je n'en doute pas. Mais pourquoi personne ne voudrait-il qu'il soit heureux étant qui il est vraiment? Il s'exprime avec beaucoup d'assurance, disant toujours qu'il est un garçon. Il adore être un petit garçon. Il aime tout ce qui est typique d'un garçon. Se battre, faire du vélo, regarder des feux d'artifice et se battre. Ce n'est qu'un garçon, et c'est tellement triste que quelqu'un veuille lui enlever ça. Sa mère a de nombreux problèmes de santé émotionnelle et mentale. Elle souffre de SSPT, de TDAH, d'anxiété, d'instabilité de l'humeur et de troubles bipolaires. D'après ce que j'ai entendu, ses amis ont dit à la police qu'elle avait un alter ego instable nommé Lexi. Et d'après ce que je sais, elle souffre également d'un trouble de la personnalité limite, qui est un trouble très grave. Le tribunal a pris suffisamment de soins pour examiner la question et nous a permis de présenter notre cas. Mais malheureusement, ils ont estimé qu'il serait préférable qu'il continue avec la garde partagée. Je comprends que, dans la plupart des cas, la garde partagée est la meilleure option. Mais dans ce cas précis, je crois sincèrement que cela devient plus dangereux que cela. Par conséquent, je fais appel à un tribunal supérieur pour obtenir la garde complète. Ce qui se passe à la cour d'appel, c'est que vous envoyez tous les documents du tribunal de la famille et qu'ils examinent tout. Pour ce faire, je dois présenter un dossier solide montrant où le tribunal a commis une erreur, que ce soit dans les faits ou dans la preuve. Ensuite, ils examineront et prendront une décision. Évidemment, tout ce que je fais est pour le bien de mon fils. Ma plus grande préoccupation concerne l'endroit où l'affaire est jugée, c'est-à-dire la Californie. L'AB 957 a déjà été adopté par la commission judiciaire du Sénat et donne instruction aux juges des tribunaux de la famille d'accorder des droits de garde et de visite sur la base de ce qui est considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant, sans donner la priorité aux questions idéologiques ou politiques. C'est quelque chose qui me préoccupe profondément, car la situation de Soyer est un exemple clair de la façon dont le système peut échouer à protéger les intérêts d'un enfant. Ce projet de loi me fait terriblement peur. Cela pourrait nuire à d'innombrables familles, en particulier à celles confrontées à des litiges devant les tribunaux de la famille. Nous savons que les gens mentent souvent ou font n'importe quoi pour obtenir la garde de leurs enfants ou se venger de leur ex-conjoint. C'est une triste réalité, mais cela arrive. Et maintenant, avec la possibilité que cette loi entre en vigueur, il existe un nouvel outil qui peut être utilisé pour manipuler le système, plaçant les enfants au centre de ce conflit. Je suis totalement contre ce projet. J'étais présent à un événement où des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester. Et il y avait même des gens qui, bien qu'ils s'identifiaient comme progressistes ou de gauche, étaient contre cette proposition. L'opposition a été massive et il est difficile de croire qu'une question aussi sensible que l'identité de genre d'un enfant soit en train de devenir une question juridique. J'ai même eu l'occasion de parler à l'auteur du projet, la députée Wilson, pendant environ 7 ou 8 minutes. Elle était très polie et attentionnée. J'ai partagé mes inquiétudes avec elle et elle a répondu de manière intéressante. Selon elle, cette loi pourrait m'aider, puisque mon fils s'identifie comme un garçon. Elle pensait que s'il n'était pas binaire, je ne le dirais pas de la même manière, mais à mon avis, cela ne change pas mon point de vue. Si l'idée est que les enfants choisissent leur sexe, je ne suis pas d'accord avec cela. Pour moi, il n'y a que des garçons et des filles. Et si le véritable objectif est de respecter l'identité et l'expression d'un enfant, nous devons reconnaître sans aucun doute ce qu'il dit d'eux-mêmes. C'est drôle comme cela n'arrive pas toujours. C'est pourquoi je suis prêt à utiliser les règles de cette nouvelle proposition contre cela. Qui sait, peut-être que cela fonctionnera des deux côtés. Cela me rappelle une affaire au Texas impliquant une personne nommée Jeff Younger. Même si la situation n'est pas exactement la même, il est pertinent de le mentionner. Ce qui me dérange le plus, c'est que, malheureusement, ce débat devient politique, alors qu'il ne devrait pas l'être. Maintenant, pour être clair, ce que propose ce projet de loi, c'est que lorsqu'il prend des décisions concernant l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment la santé, la sécurité et le bien-être de l'enfant.
Et parmi les critères que le tribunal doit évaluer, figure l'affirmation de l'identité de genre ou de l'expression de genre de l'enfant. Cet énoncé implique une série d'actions qui seraient adaptées à chaque enfant, mais toutes doivent finalement favoriser son bien-être. Personnellement, je ne crois pas que l'identité de genre et le sexe soient des catégories distinctes, mais je comprends que cela est subjectif et ouvert à l'interprétation. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, la situation devient encore plus compliquée. Les enfants sont extrêmement influençables et, dans certains cas, peuvent dire exactement ce que leurs parents veulent entendre. Et malheureusement, il n'existe aucun moyen clair de vérifier l'authenticité de ces affirmations. Lorsque j'ai fait part de mes préoccupations, le projet de loi a été modifié pour rendre certaines de ces dispositions plus vagues. Mais honnêtement, ces changements n'ont pas aidé du tout. Ils n'ont fait qu'ajouter davantage d'incertitude à une question déjà complexe et controversée. Les audiences reprendront dans les prochaines semaines, et j'ai le sentiment qu'ils vont essayer de faire adopter ce projet de loi rapidement. En attendant, je continue à avoir la garde partagée, ce qui me permet de passer la moitié de la semaine avec mon fils. Je fais de mon mieux pour affirmer sa confiance en qui il est en tant que garçon. Quand il est avec moi, pendant mes 4 jours ensemble, je ne travaille pas. Je lui consacre tout mon temps. Normalement, nous jouons au hockey, au baseball, au football, chantons des chansons, jouons à des jeux, faisons des feux d'artifice, faisons du scooter, du vélo, nageons et en hiver, nous faisons du snowboard. C'est vraiment amusant. La fin de ces journées ensemble a toujours un goût amer. C'est merveilleux d'être avec lui, mais quand il revient, cet au revoir a un poids étrange. Le sentiment est même un peu mélancolique. Les gens s'en inquiètent en général, et on finit par se sentir anxieux pendant quelques jours en y pensant. Quand il revient, c'est une joie, mais peu après, l'inquiétude revient. Chaque jour, je prie, toujours la même prière. Cher Dieu, merci pour tout dans ma vie. Je suis si reconnaissante. S'il te plaît, protège Soyer quand il n'est pas avec moi. C'est simple, mais c'est tout ce que je demande, et je le fais tous les jours. J'en suis arrivé à la conclusion que lorsque vous faites tout ce que vous pouvez pour protéger et prendre soin de votre enfant, la seule chose que vous pouvez faire est de croire que Dieu aime Soyer, qu'il l'a créé, et que même au milieu de toute cette agitation, il a le contrôle. Je crois sincèrement qu'il y a un but et un plan à tout cela. La foi est nécessaire, surtout lorsque le chemin semble long et ardu. Je sais qu'il peut être facile de se décourager et de penser « il n'y a pas de fin à cela ». Passer autant de temps et dépenser autant d'argent au tribunal n'en vaut pas la peine. Mais pour moi, ça vaut le coup. Peu importe à quel point c'est difficile, combien de douleurs cela me cause, je n'abandonnerai jamais. Je me battrai pour lui jusqu'à mon dernier souffle, avec toutes les forces dont je dispose. C'est ce que je suis censé faire en tant que père. Pour tous ceux qui vivent quelque chose de similaire, mon conseil est le suivant. Vous devez être courageux. Vous devez être prêt à sacrifier tout ce qui est nécessaire, que ce soit pour aller devant les tribunaux ou pour faire face à des factures au Capitole. Faites tout ce qu'il faut pour assurer le meilleur pour votre enfant et assurer sa sécurité. Ne vous laissez pas décourager par ce que disent les autres. Certains vous diront « Ah, tu devrais laisser tomber. Tu vas passer toute ta vie au tribunal et voir ton fils de temps en temps ?» ou autre chose de négatif. Tout cela n'a aucun sens. Si vous y croyez et agissez, vous pouvez réellement faire la différence. Je continue de le croire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Harrison Tinsley, sur toutes les plateformes. Vous pouvez également prier pour moi et m'envoyer des messages. J'encourage vraiment les gens à envoyer des messages de soutien et de prière, non seulement pour ma situation, mais aussi pour tous les autres qui, malheureusement, sont semblables à la mienne. Je pense que nous devrions tous nous en préoccuper. Le bien-être des enfants doit être notre priorité. Ce sont les êtres les plus purs et les plus précieux parmi nous, et protéger leur avenir est la responsabilité de nous tous. Je sais qu'il s'agit d'une valeur partagée par de nombreuses personnes, et c'est pourquoi mon invitation est que nous nous réunissions tous pour soutenir et renforcer cette cause de la meilleure façon possible. Nous devons garantir la sécurité et les soins de nos enfants, car ils sont l'avenir de la société. C'est la chose la plus importante, et nous devons tous nous y engager. Les mères et les pères jouent un rôle essentiel, et même si certaines attitudes peuvent nous frustrer, nous devons également prier pour les mères. Il est important de se rappeler que Dieu l'a créée et qu'il a également un plan de rédemption et de guérison pour elles. Nos prières doivent se concentrer sur le bien-être de l'enfant, qui est au centre de toute cette situation.
Mais nous devons aussi nous rappeler de prier de manière égale pour les deux parents. Au milieu de toute cette douleur et de ces difficultés, la prière doit s'adresser à toutes les personnes impliquées, en quête de guérison, de transformation et du meilleur pour chacun. Je sais que c'est une histoire difficile à entendre, une réalité dévastatrice, qui reflète les profonds problèmes auxquels est confronté le système de justice familiale. Mais plus encore, cela nous rappelle que nous vivons dans un monde très brisé. L'effondrement des familles a des conséquences dévastatrices, et c'est un combat que nous ne pouvons ignorer. Nous devons lutter pour préserver et renforcer les familles, non seulement dans nos vies, mais aussi en aidant ceux qui sont confrontés à ces faiblesses. Cette situation nous rappelle également quelque chose d'encore plus important, notre espoir d'un avenir meilleur. En un jour, lorsque Jésus reviendra, toutes choses seront rendues nouvelles. Il n'y aura plus de division familiale, plus de conflits juridiques, plus d'injustice ou d'abus. La souffrance sera dissipée et la paix, la justice et la droiture régneront. Cela nous donne de l'espoir. Chaque histoire douloureuse comme celle-ci augmente ma foi dans la victoire que Jésus remportera pour nous tous. Par conséquent, je vous demande de faire tout votre possible pour prier pour toutes les parties impliquées. Priez pour le salut, la rédemption et la guérison pour tous. Que Dieu bénisse tout le monde. Quelle histoire touchante, non? Harrison a fait face à des défis inimaginables, et même face à tant de souffrances, il a trouvé la force de se battre non seulement pour sa paternité, mais aussi pour garantir que son fils reçoive le soutien et l'amour qu'il mérite. Il nous a enseigné, avec courage, le pouvoir de persister, de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semblait s'effondrer. Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous agi avec le même courage et le même dévouement dans votre propre vie, notamment lorsqu'il s'agit de protéger ceux que vous aimez? Avez-vous été un exemple pour votre entourage, comme Harrison l'était pour votre fils? Ou peut-être vous sentiez-vous perdu, ne sachant pas par où commencer? Il est désormais temps de réfléchir et d'agir. Qu'allez-vous faire de l'histoire que vous venez d'entendre? Allez-vous continuer à rester immobile, ressentant simplement la douleur de ceux qui voient de la souffrance des autres? Ou allez-vous vous lever et vous battre, tout comme Harrison, pour ce qui est juste et pour le bien de ceux que vous aimez? Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à la façon dont vous pouvez changer quelque chose dans votre vie, alors je vous invite à faire partie de ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, car nous avons beaucoup plus de contenu inspirant, réfléchi et transformateur à venir. Apprenons ensemble à être meilleurs, à lutter pour nos valeurs, pour notre famille, et pour la vérité que nous devons défendre dans un monde qui semble souvent se perdre.